Bonjour, c'est Michel Drac. Alors aujourd'hui, je ne vous présente pas un livre, car aujourd'hui, c'est la revue d'actualité d'avril 2018. Cette revue va être divisée en deux parties. D'abord, nous ferons le point sur les événements survenus récemment, essentiellement pendant le mois d'avril 2018. Ensuite, nous nous livrerons à un exercice qui reviendra, je pense, tous les 6 mois. Nous allons regarder les projections de mon petit bouquin Voir Macron, les projections que j'ai faites dans ce petit bouquin sur le quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est un livre que j'ai publié il y a 6 mois, donc il est temps de faire un point d'avancement. Qu'est-ce qui s'est vérifié, qu'est-ce qui ne s'est pas vérifié, vers quel scénario nous nous orientons, et qu'est-ce que ça permet de déduire exactement sur Emmanuel Macron. Est-ce qu'on commence enfin à voir vraiment ce personnage si habile pour se dissimuler dans la lumière? Alors je crois que sur le mois d'avril 2018, on peut relever 4 événements importants. Le premier événement concerne l'Europe. Après plusieurs mois de statu quo liés à la paralysie allemande, les affaires reprennent. Le problème, c'est qu'elles ne reprennent pas du tout dans un sens favorable à notre président Emmanuel Macron. En fait, on a confirmation de ce qu'on pouvait pressentir, à savoir que, quoi qu'il en ait dit, quoi qu'il veuille faire, Macron n'a que très peu de chances de relancer la construction européenne. Le deuxième événement, c'est le rapprochement entre Corée du Nord et Corée du Sud. Le troisième événement, c'est que la guerre de Syrie, à mon avis, entre dans son dernier acte. On ne peut évidemment jamais exclure un rebondissement de dernière minute et le début d'une nouvelle pièce sur la même scène, mais normalement, le dernier acte commence, et on commence donc aussi à voir les conséquences de ce qui ressemble quand même bigrement à une défaite occidentale en général, et particulièrement française. Et enfin, le quatrième événement, c'est que visiblement, en France, pour un certain nombre de raisons, à la fois politiques, économiques et médiatiques, Emmanuel Macron, si j'ose dire, entre dans le dur. C'est-à-dire qu'il a fini de manger son pain blanc, il y a toujours un rythme dans toutes les présidences. À part François Hollande, qui n'a eu aucun état de grâce, tous les autres présidents avaient bénéficié au moins de 3 mois, souvent 6 mois, parfois 1 an, d'un relatif état de grâce. Macron est parvenu à prolonger cette situation jusqu'au printemps 2018, mais là c'est fini, il entre dans le dur, et donc il faut commencer à s'intéresser un petit peu plus à nouveau à la politique intérieure française. Donc d'abord, les événements en Europe. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que l'Union européenne entre dans une phase de turbulence. Une phase de turbulence gravissime et peut-être fatale. La raison de fond, c'est le contexte financier. Il est extrêmement tendu et il y a un certain nombre de signaux de fragilité dans ce système, en particulier sous l'angle bancaire, qui doivent nous mettre la puce à l'oreille. Récemment, la Deutsche Bank a remercié son PDG britannique, un monsieur John, alors en français on dit Crian, je ne sais pas s'il faut dire Cryan ou Cryan, avec les Britanniques on ne sait jamais, mais bon, John Crian, elle l'appelait comme ça, C-R-Y-A-N. Et elle l'a remplacé par un monsieur qui lui est un Allemand, ce qui est intéressant, la Deutsche Bank va être maintenant dirigée par un Allemand. Comme par hasard, ça constitue une nouveauté. Petite remarque en passant. Les experts estiment que ce changement de PDG annonce un changement de stratégie au profit de la banque de détail. La Deutsche Bank a fait le constat qui avait déjà été dressé par un économiste allemand il y a quelques années, M. Marcel Fratscher, dont je vous ai présenté un des livres, L'illusion Allemagne. Eh bien, la Deutsche Bank a donc fait le constat établi par M. Fratscher que en fait, les Allemands n'ont pas grand-chose à gagner à bouger
dans l'économie ultra-financiarisée sous domination anglo-saxonne, précisément parce qu'elle est sous domination anglo-saxonne. Et dans cette économie ultra-financiarisée, si vous voulez, les types qui ne sont pas du premier cercle des grandes banques d'affaires anglo-saxonnes ont de fortes chances de ne pas être ceux qui vont être les premiers servis quand on va se partager le gâteau. Alors vous allez me dire, et alors, c'est la Deutsche Bank, qu'est-ce que ça fait? Pas grand-chose. Renseignez-vous sur la surface financière de la Deutsche Bank. Quelque part, le signe qu'elle a définitivement renoncé à fonctionner dans l'économie ultra-financiarisée sous domination anglo-saxonne n'est pas négligeable. Pendant ce temps-là, la Banque Centrale Européenne relève de nombreux signes de ralentissement économique en zone euro. Les taux directeurs vont probablement devoir rester bas, parce que si la BCE les remonte, dans un contexte économique tendu, plusieurs pays, à mon avis, coulent une bielle, passez-moi l'expression, très très vite. Mais le problème, c'est que ces taux directeurs très bas impliquent qu'il n'y a pas de pente des taux. La courbe des taux est flat nécessairement, puisque le long terme est très bas. Et ça va finir par poser de gros problèmes au système bancaire européen. Simultanément, la Banque Centrale Européenne est en train de resserrer sa politique monétaire non conventionnelle en réduisant progressivement le volume de ses quantitative easing. Alors on ne sait pas très bien à quelle vitesse elle va le faire, sa communication est assez ambiguë, mais il paraît probable, étant donné l'évolution des rapports de force et étant donné l'augmentation des tensions entre les banques centrales de la zone euro, qu'elle va être obligée d'y mettre un terme assez vite. Là aussi, ça va poser des problèmes aux États les plus endettés et les plus fragiles, en particulier à l'Italie. Ce n'est pas de gaieté de cœur que Mario Draghi est en train de resserrer le bilan de la Banque Centrale Européenne. Mais il est obligé parce que la surface de ce bilan est devenue complètement démesurée. Après des années de soutien artificiel à la zone euro, le bilan de la BCE approche en gros la moitié du PIB de la zone. C'est insoutenable. Ça crée une situation qui est totalement malsaine à tous les niveaux, y compris en Allemagne. Parce que si vous voulez, comme il y a un différentiel de taux non négligeable entre l'Allemagne et l'Europe du Sud, par la force des choses, si on maintient les taux sud-européens très bas, ce qui est indispensable pour éviter que les États sud-européens se retrouvent en faillite, eh bien vous allez vous retrouver avec des taux allemands négatifs, ce qui n'a aucun sens. Et ce qui pose des problèmes en termes de fonctionnement économique. Il y a maintenant en Allemagne un début de bulle immobilière. Alors c'est une nouveauté chez nos voisins allemands, et ça pose problème parce que le modèle allemand de déflation salariale s'est construit en partie sur l'absence de bulle immobilière. Une des raisons pour lesquelles les salariés allemands ont pu accepter des salaires, disons, croissant moins vite que dans le reste de l'eurozone, c'est que les loyers restaient plus raisonnables qu'ailleurs. Récemment, il y a eu une manifestation des locataires à Berlin, parce que ce phénomène de bulle immobilière commence à se produire en Allemagne. Ça remet en cause fondamentalement le modèle de dévaluation compétitive allemand. Cette crise financière de l'Union européenne, elle est encore accentuée par le problème du Brexit. Le Brexit va modifier l'architecture financière de l'Union, et dans un sens qui rend les choses encore plus compliquées pour la Commission, parce que la Grande-Bretagne était un contributeur net. Avec sa sortie, on va assister inévitablement à des coupes dans les fonds européens. La Commission a d'ailleurs pris les devants, elle a appelé les États membres à renégocier rapidement avant les élections européennes de mai 2019. Et ça ne va pas être simple, d'autant plus que dans ce contexte-là, il y a une tentation de cette Commission européenne d'essayer d'accroître encore ses moyens d'action financière. C'est-à-dire que vous avez une diminution des recettes parce que la Grande-Bretagne s'en va,
mais il y a des tentations au niveau de la Commission européenne d'essayer d'accroître encore la surface financière de l'action pilotée par la Commission européenne. Ça devient la quadrature du cercle. Alors venons-en maintenant vraiment à la dimension politique de la crise européenne. D'abord, pour en revenir au Brexit, il provoque des tensions à caractère authentiquement politique entre la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. JP Morgan vient par exemple d'annoncer, la banque JP Morgan vient par exemple d'annoncer qu'elle allait transférer plus de banquiers et traders que prévu de Londres à Paris. On peut relier ça à la stratégie d'attraction du territoire qui est actuellement poursuivie par Emmanuel Macron. Très clairement, il est logique que ce soit vécu par les Britanniques comme un défi. Dans le même temps, le négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne, qui est un Français, Michel Barnier, a, je dirais, presque menacé ouvertement Londres d'un Brexit sans accord à cause de la question de la frontière irlandaise, qui est très sensible pour des raisons évidentes. Là encore, il est probable que les Britanniques le prennent assez mal. D'autant plus qu'ils ont de gros problèmes en interne. Alors là, c'est difficile à décoder parce que il faudrait suivre à temps complet, en quelque sorte, la politique intérieure britannique pour comprendre. Mais l'impression qu'on a, c'est que si vous voulez, Theresa May se retrouve coincée entre ceux qui ne veulent pas de Brexit du tout, essentiellement à la Chambre des Lords, et ceux qui veulent un Brexit le plus dur possible, essentiellement à la Chambre des communes. On peut penser qu'elle-même, elle a été mise en place pour piloter le Brexit de manière à le vider de l'essentiel de sa substance, mais c'est pas sûr du tout qu'elle va y arriver, non seulement parce que en Europe, il y a des gens qui lui facilitent pas la tâche, à commencer par Barnier, mais aussi parce que même chez elle, elle a de sacrées contradictions internes à résoudre. D'une manière générale, en Union européenne, aujourd'hui, on a un petit peu l'impression que plus personne n'est d'accord sur rien. Et en particulier, personne n'est d'accord avec Macron. Le Parlement européen a rejeté récemment les listes transnationales suggérées par Emmanuel Macron. Le projet français de taxation des GAFA s'est heurté à des oppositions diverses et d'ailleurs contradictoires, mais qui le bloquent de facto pour l'instant. En fait, le seul point sur lequel Paris, Londres et Berlin se sont récemment accordés, c'est pour refuser le protectionnisme états-unien de Donald Trump. Mais même sur ce plan, le front européen est bien moins unifié qu'il n'y paraît, j'y reviendrai. Surtout, indépendamment de ce contexte général que je viens de vous décrire, il s'est passé en avril, à l'intérieur de la zone euro, 3 faits qui annoncent, à mon avis, qu'on va vers une crise européenne majeure. 1. L'Italie est ingouvernable. 2. Viktor Orban a triomphé électoralement en Hongrie et ça nous prépare une crise avec l'Union européenne à brève échéance, à mon avis. Et 3. La fausse bonne entente entre Macron et Merkel prend fin et on va s'apercevoir que, comme d'habitude, dès qu'il s'agit de sortir leur chéquier, les Allemands ne sont plus là. Alors d'abord, l'Italie est officiellement ingouvernable. La Ligue et le mouvement 5 étoiles sont majoritaires à eux deux, mais ils ont échoué à former un gouvernement commun. Le mouvement 5 étoiles a également échoué à s'entendre avec le centre-gauche. Donc il n'y a tout simplement pas de majorité possible au Parlement italien. C'est le scénario que dans mon petit bouquin Voir Macron, j'avais intitulé Euro 2.0 parce qu'il pouvait ouvrir une crise européenne pouvant déboucher sur une refonte profonde de la zone euro. On n'en est pas encore là, mais c'est la direction qu'on prend. Alors comment les Italiens vont s'en sortir, on ne sait pas encore. Apparemment, le président de la République italienne souhaiterait un gouvernement technique chargé en quelque sorte de gérer les affaires courantes jusqu'à la fin de l'année, le temps de faire une nouvelle loi électorale permettant de déboucher cette fois sur des élections amenant une vraie majorité. Le sketch de la refonte de la loi électorale en Italie, c'est absolument désopilant. Je vous conseille de vous renseigner, c'est vraiment très très drôle. Ah, c'est la combinazione, mais alors
comment dire, la méta-combination, la combination de combination, c'est génial. Et je ne sais pas comment ça va se terminer, s'ils arriveront finalement à trouver une solution. En attendant, pourquoi le président de la République italienne veut un gouvernement technique? C'est qu'il a un problème, monsieur le président de la République italienne, et il a un vrai problème. Une Italie où il n'y a pas de majorité, où il n'y a plus de gouvernement, c'est une Italie qui ne peut plus se doter d'un budget. Et ça, au moment précis où la zone euro est fragilisée, on ne sait pas ce que ça peut déclencher. Là, on marche vraiment vers le scénario d'Euro 2.0. Ensuite, il y a la Hongrie. Donc Viktor Orban a gagné haut la main, il va rester au pouvoir. Orban, c'est un chef d'État européen que Steve Bannon, l'ex-conseiller du président Trump, a récemment qualifié de héros. Essentiellement à cause de son opposition farouche à la politique migratoire laxiste promue il y a quelques années par Angela Merkel. Autant dire que M. Orban, il n'est pas en odeur de sainteté à Bruxelles. D'ailleurs, la Hongrie vient de refuser de ratifier la déclaration politique de Marrakech, une déclaration euro-africaine reconnaissant les avantages des migrations en termes de développement, blabla international d'un quelconque comité Théodule, mais qui a été ratifiée par la plupart des pays européens, mais pas la Hongrie, qui a dit non, non, je ne ratifie pas, je ne considère pas que les avantages des migrations en termes de développement compensent leurs inconvénients. Alors le résultat, c'est que ça chauffe. Viktor Orban a apporté son soutien récemment à la publication de listes recensant les réseaux Soros dans le pays. Il a déclaré, et je cite, « J'encourage particulièrement les professionnels de la presse à faire connaître aux gens les faits, à dévoiler autant de réseaux et de collaborations que possible. » En gros, il leur a dit « Faites des listes ». Alors en général, quand un président ou un premier ministre commence à dire « Faites des listes », c'est qu'il va se passer des choses. Alors pourquoi M. Orban a dévoilé ses batteries? Tout simplement, c'est parce qu'il redoute une révolution de couleur dans son pays. D'ailleurs, à la suite de sa victoire électorale, il y a eu des manifestations sous le drapeau européen à Budapest. 100 000 personnes ont défilé pour réclamer le recompte des bulletins de vote. Donc le type de manifestant, c'était classique dans ces cas-là, le jeune urbain éduqué. C'est visiblement comme en France. En France, il y a la France des centres-villes, la France d'en haut, et puis il y a la France périphérique. En Hongrie aussi, probablement, il y a la Hongrie des centres-villes, disons la Hongrie de Budapest, et puis il y a la Hongrie périphérique. Et bien sûr, les forces européistes ne sont en fait probablement majoritaires dans le pays que dans la Hongrie d'en haut. Et c'est celle-là dont Orban se méfie et dont il pense qu'elle pourrait bien tenter une révolution colorée. Ambiance, ambiance. Dans le même temps, la Commission européenne a proposé de restreindre l'accès aux fonds de l'Union européenne en cas de violation de l'état de droit. Dixit l'ineffable Jean-Claude Juncker, le respect de l'état de droit est une condition préalable à une saine gestion financière et à une mise en œuvre efficace du budget. C'est pourquoi nous proposons un nouveau mécanisme qui permettra de protéger le budget en fonction des risques liés aux déficiences de l'état de droit. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'état de droit dans une Union européenne qui s'est construite sur la négation du résultat du référendum français et du référendum hollandais en 2005 ? Je pense que ça risque fort de vouloir dire concrètement que un jour la Commission européenne peut décider que la Hongrie ou pourquoi pas la Pologne, qui ne sont pas très migrantophiles, ne respectent pas l'état de droit dans la façon dont ces pays traitent les migrants et que donc on va les priver de certaines aides européennes. Et alors à mon avis, à ce moment-là, ce qui se passera, si ça se produit, je ne sais pas si ça se produit, mais si ça se produit, c'est tout simplement que la Hongrie et peut-être la Pologne feront exploser l'Union européenne parce qu'ils diront « Ah bon, donc on a droit aux migrants mais on n'a plus droit à l'argent ?» Bon bah on se casse.
avec à la clé une crise géopolitique considérable et un retour probable, en tout cas pour le cas de la Hongrie, d'une forte influence russe, ce qui serait, je dois dire, une manière assez drôle de fêter, par exemple, en, je sais pas, on va dire 2026, le 70e anniversaire des événements de 1956. Cela dit, le plus important en avril 2018, c'est ce qui s'est passé en Allemagne. Emmanuel Macron a beaucoup plaidé ces derniers mois pour davantage de solidarité financière en zone euro. Il a lancé par exemple, et je cite, « Aucune union monétaire ne subsiste s'il n'y a pas des éléments de convergence, et donc, ce sur quoi nous voulons travailler, ce sont des éléments plus incitatifs, qui permettent une bonne solidarité. » Ça c'est du Emmanuel Macron dans le texte. Pas facile d'en déduire quelque chose de précis. Mais en tout cas, il y a une chose qui est tout à fait exacte dans ce qu'il a dit. Effectivement, aucune union monétaire ne subsiste s'il n'y a pas des éléments de convergence. Donc lui, il en a déduit qu'il fallait un budget autonome pour soutenir les investissements et la croissance, et un poste de ministre des Finances de l'Union européenne, proposition française. Et la proposition allemande, qu'est-ce que ça a été? Ben, ça a été non, non, il faut rien de tout ça. Par contre, la convergence, c'est que maintenant tout le monde va se serrer la ceinture. Dévaluation compétitive, déflation salariale pour tout le monde. C'est ça le projet allemand qui s'oppose au projet français. Alors dans un premier temps, Merkel bien sûr ne l'a pas dit parce qu'elle n'avait pas de coalition en Allemagne. Elle n'a d'ailleurs pas vraiment pris position à ce stade. Elle se méfie sans doute des conséquences de ce qu'elle pourrait dire. Mais elle a laissé en quelque sorte son parti s'exprimer pour elle. La CDU, les chrétiens démocrates, c'est le parti de Merkel, a clairement rejeté le budget propre de la zone euro. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une dame qui s'appelle Madame Kramp-Karrenbauer qui a porté le message. Or, cette dame est notoirement une sorte d'alter ego d'Angela Merkel. Donc ça veut dire que c'est bien la position de la chancelière. Et donc ça veut dire que les Allemands ont choisi, enfin les Allemands, les classes dirigeantes allemandes, en tout cas la CDU, eh bien ces gens-là ont choisi de ne pas suivre ce que proposait Marcel Fratscher. Vous savez, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le bouquin que j'ai présenté il y a quelques mois sur l'illusion Allemagne. Donc s'ils ne tiennent pas compte de ce que leur a dit Fratscher, à mon avis, ce que ça veut dire, c'est que, à la différence de Fratscher, qui leur a dit en gros, vous ne pouvez pas vous permettre de mettre en péril le projet européen parce que l'Allemagne toute seule est trop petite pour le monde, eh bien eux apparemment ils estiment ou bien qu'ils sont tellement forts à l'intérieur de l'Europe que de toute façon ils peuvent faire ce qu'ils veulent, qu'il n'y a pas de risque que ça explose, ou bien que tant pis, si ça explose, ils vont s'apercevoir d'une manière ou d'une autre que finalement ils sont adaptés au monde. En tout cas, ils ne suivent pas apparemment la ligne suggérée par Marcel Fratscher. Alors ça pourrait vouloir dire dans quelque temps un certain nombre de choses, et en particulier, là encore, on commence à dériver vers le scénario Euro 2.0. D'autant plus qu'il n'y a pas que la CDU, il y a aussi la CSU, qui est son équivalent bavarois. Alors là, la CSU a même pris récemment une position qui est plus radicale que ce que j'avais imaginé. Moi, je pensais que les Allemands, quand même, donneraient raison à Macron sur un point, à savoir la transformation du mécanisme européen de stabilité en Fonds monétaire européen, pour avoir quelque chose de plus indépendant par rapport au FMI et pour pouvoir faire face plus rapidement, plus efficacement à la prochaine et probable crise européenne. Eh bien, apparemment, même pas, puisqu'il semble que la CSU bavaroise, et dans l'état politique où est l'Allemagne, je ne vois pas comment Merkel pourrait assumer un conflit ouvert avec la CSU. Merkel gouverne une coalition très fragile. Eh bien, la CSU bavaroise
a refusé carrément aussi le Fonds monétaire européen. Vraiment, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant qu'il se soit tué lui-même, mais on va vers un scénario Euro 2.0. Il y a aussi un arrière-plan franchement géopolitique à la crise européenne. Dans mon petit bouquin Voir Macron, j'avais imaginé divers scénarios géopolitiques qui pouvaient servir de toile de fond à une telle crise. Et un d'entre eux, intitulé Le dérapage incontrôlé, supposait en gros la collision entre une problématique géopolitique rapprochant la France de l'anglosphère, États-Unis, Grande-Bretagne, et d'autre part une problématique économique dans la zone euro susceptible d'éloigner Paris et Berlin. Alors dans ce scénario, ce que j'avais imaginé, c'était une intervention franco-britannique dans la Corne de l'Afrique, à laquelle Berlin refusait de participer. Pour l'instant, il ne s'est rien passé dans la Corne de l'Afrique. Par contre, nous avons bien, je crois, déjà une sorte de collision entre géopolitique globale et enjeux économiques et financiers dans l'eurozone. Berlin n'a pas participé aux frappes en Syrie. Je trouve qu'il est assez significatif que dès le début de l'affaire, entre la prétendue attaque chimique de l'armée arabe syrienne dans la Ghouta et la prétendue riposte occidentale, eh bien ce soit Merkel apparemment que Poutine est appelé en priorité. Alors bien sûr, la communication allemande a consisté à confirmer que Merkel avait condamné l'attaque chimique. En attendant, Poutine a appelé Merkel et l'Allemagne n'a pas participé à l'opération militaire. C'est très difficile de décoder ce genre de choses. On n'a pas 5% de l'information qu'il faudrait pour formuler un avis définitif. Mais enfin quand même, il semble que, comment dire, ça ne veut pas rien dire. Ça explique peut-être aussi, outre la seule question du déficit commercial américain avec l'Allemagne et des mesures protectionnistes que Trump envisage de prendre, la façon dont s'est déroulée la récente visite de Merkel à Washington. On a beaucoup rigolé en France du sketch Macron-Trump, assez désopilant, il faut le reconnaître, mais le sketch Trump-Merkel qui lui a fait suite n'était pas mal non plus. Dans un autre genre. Je crois franchement qu'on a rarement vu une gêne aussi perceptible entre deux dirigeants, en particulier lors de la conférence de presse commune. Je vous conseille d'en visionner quelques extraits, vous en trouverez facilement sur YouTube, c'est franchement drôle. Je crois qu'il se passe des choses en profondeur à l'intérieur du bloc occidental. Mais encore une fois, vraiment, c'est très difficile à décoder. De manière assez inattendue, pour moi en tout cas, la Grande-Bretagne vient de se rallier à la proposition française de force d'intervention européenne, qui est une proposition pourtant assez mal vue par l'OTAN. J'arrive pas à déterminer si c'est une manière pour les Britanniques de noyer le poisson en empêchant les continentaux de s'entendre entre eux, auquel cas les Britanniques travaillent comme un sous-marin de l'OTAN, c'est le porte-avions USS Britain ancré au large de nos côtes et qui fait son travail comme d'habitude, ou bien est-ce que, comme les relations entre la Grande-Bretagne et les États-Unis aussi deviennent assez compliquées en ce moment, c'est une façon pour la Grande-Bretagne de faire sentir aux Américains qu'elle peut, après tout, leur faire faux bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il faut le décoder. C'est très compliqué parce que, comme en fait il y a, je dirais, des dizaines de lignes de fracture qui lézardent l'édifice du bloc occidental et qui sont en train de s'élargir de façon anarchique, on a beaucoup de mal à comprendre quelle fracture est vraiment structurante. D'une manière générale, j'ai l'impression que nous assistons au surgissement d'une tendance latente depuis plus d'une décennie. La périphérie eurasiatique, ce que les géopoliticiens appellent le Rimland, le pourtour de l'Eurasie si vous voulez, commence à se méfier de la puissance thalassocratique anglo-saxonne autant que du cœur russo-chinois. En termes de stratégie globale,
ça laisse penser que les Américains, par leur hyper-agressivité, sont en train de provoquer précisément ce qu'ils cherchent à éviter, c'est-à-dire la dislocation de leur empire et symétriquement la constitution d'un espace euro-asiatique de plus en plus intégré. C'est qu'il n'y a pas que l'attitude ambiguë de l'Allemagne, il y a aussi ce qui est en train de se passer en Corée. La Corée du Nord a annoncé récemment la fin des essais nucléaires et des tests de missiles intercontinentaux. Les présidents de la Corée du Nord et du Sud se sont rencontrés officiellement, un acte diplomatique qui aurait semblé impensable il y a encore quelques mois. Alors bien sûr, tout n'est pas joué. À mon avis, les Américains font semblant d'être satisfaits, font même semblant d'avoir impulsé la démarche, mais en réalité, je pense que les faucons, en tout cas à l'intérieur de l'administration américaine, ont été complètement pris de court par des initiatives locales, coréennes et probablement chinoises. Il y a d'ailleurs un risque que les Américains tentent de saboter le processus. Je crois que c'est pour ça que Vladimir Poutine a récemment appelé la communauté internationale, c'est-à-dire comprendre les États-Unis, à accorder à Pyongyang des garanties en béton armé. Je crois que ce que ça veut dire, c'est merci de ne pas saboter le processus. Alors qu'est-ce qui explique dans le détail le fait comme ça que d'un seul coup ça se soit dégelé entre Corée du Nord et Corée du Sud? Une évolution pour le coup que je n'avais absolument pas vu venir d'en voir Macron. Alors c'est assez difficile à dire. Je pense qu'il y a au moins 3 explications, disons envisageables. D'abord, la Corée du Nord est en forte difficulté économique. Elle est soutenue pour l'instant par Pékin, mais les Chinois ont peut-être eu vraiment peur de Trump. C'est vrai qu'un président des États-Unis aussi instable, c'est un facteur de risque réel. Donc peut-être que c'est Pékin, à qui, à mon avis, les Nord-Coréens n'ont pas grand-chose à refuser. Pékin où Kim Jong-un s'est rendu récemment, peut-être que c'est Pékin qui a obligé en quelque sorte cette fois les Nord-Coréens, entre guillemets, à lâcher du lest. C'est la piste chinoise. Ensuite, il est possible que les Sud-Coréens de leur côté aient été très énervés par les pressions commerciales américaines. La Corée du Sud a dû accepter de réduire de 30% ses exportations d'acier vers les USA, en échange de quoi les Américains ont accepté de ne pas dénoncer les accords de libre-échange co-russes qu'ils ont conclus avec la Corée du Sud en 2012. On ne peut pas exclure que dans ces conditions, la Corée du Sud ait décidé d'assouplir certaines exigences formulées envers la Corée du Nord pour être moins dépendante des États-Unis. C'est la piste fin de partie pour l'impérialisme américain qui est devenu trop prédateur pour ses vassaux. Enfin, il y a une 3e piste qu'on ne peut pas exclure, c'est que peut-être tout simplement les temps étaient mûrs, c'est-à-dire que peut-être qu'on avait atteint le point dans l'histoire où les Nord-Coréens ont estimé qu'ils ne seraient jamais plus en aussi bonne position pour négocier une normalisation. Voilà. C'est les 3 possibilités. En l'occurrence, c'est la piste nord-coréenne. Alors la Chine qui veut la paix, les USA qui coûtent trop cher, la Corée du Nord qui suit son propre agenda, c'est impossible de trancher entre ces 3 explications à ce stade. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la politique étrangère des États-Unis semble plus incohérente que jamais dans cette partie du monde. Trump a encore changé d'avis. Maintenant, il envisage de rejoindre le nouvel accord de libre-échange transpacifique, après s'être retiré du traité initial le jour même de son arrivée à la Maison-Blanche. Ça ressemble au comportement d'une puissance coincée entre ses intérêts commerciaux et ses objectifs géostratégiques et qui n'arrive plus à arbitrer. Cela dit, d'une manière générale, aux USA aussi, c'est très difficile de décoder les événements. Pendant des années, les Américains ont eu une administration qui proclamait le pivot vers l'Asie, avec Obama, mais qui faisait tout pour faire monter la tension à l'ouest de l'Eurasie, en Ukraine et en Syrie, avec les Clintoniens. Manifestement, ils n'étaient pas vraiment d'accord entre eux à l'intérieur même de l'administration démocrate. Maintenant, ils ont un président qui dit qu'il veut s'entendre avec les Russes parce que, en fait, la menace principale est chinoise, pour des raisons économiques essentiellement. Mais en même temps, on vient d'apprendre que l'US Navy a recréé la 2e flotte dans l'Atlantique, flotte qu'elle avait débandée en 2011 pour des raisons financières,
et flotte qui fondamentalement ne peut pas avoir d'autre travail que d'empêcher la flotte russe de débouler en cas de conflit en Europe. Alors, tout ça n'a pas l'air très cohérent. On dirait qu'il y a en fait d'un côté une direction stratégique qui cible la Chine comme menace principale, et de l'autre des forces à l'intérieur du complexe militaro-industriel qui cherchent en quelque sorte à réaffirmer la doctrine de la guerre froide et la Russie comme adversaire principal, peut-être par pur conservatisme, peut-être parce qu'elles sont liées à des intérêts économiques et financiers qui gagnent au système de la Chine-Amérique et qui ne veulent pas que ce système soit remis en cause. Peut-être aussi parce qu'il existe certains lobbies d'influence qui cherchent en fait, semble-t-il, à faire monter la tension un peu partout dans le monde, parce que c'est bon pour le complexe militaro-industriel en lui-même. Il est clair qu'une nouvelle guerre froide, du point de vue des fabricants d'armes, c'est beaucoup d'argent. C'est peut-être ce qui explique l'activisme américain, enfin disons occidental, en Syrie. Après tout, là, un certain nombre de gens qui veulent une confrontation avec les Russes ont un terrain pour organiser cette confrontation. Bon, cela dit, il y a probablement aussi d'autres raisons. On va essayer de les analyser. Je vais vous présenter une infographie. Je suis en train de préparer ma vidéo de synthèse sur l'État islamique et je vais la présenter sous forme d'infographie. Donc je vais vous montrer une de ces infographies, celle qui est consacrée à la période récente. On va essayer un petit peu d'analyser ce qui se passe en Syrie. Voici une carte simplifiée de la situation en Syrie. En marron clair, l'alliance Syrie-Iran-Russie. On peut considérer qu'en pratique, ces trois pays fonctionnent comme une alliance homogène sur le terrain syrien. En noir, l'État islamique, dont il reste quelques enclaves sur le territoire syrien. En bleu clair, Israël. En rouge, les Kurdes et leurs alliés locaux. En bleu foncé, les Occidentaux, Français, Britanniques et Américains principalement. En vert, un camp dont l'homogénéité est toute relative, les rebelles anti-Assad et leurs alliés dans le Golfe, Arabie Saoudite et Qatar. En pratique, depuis 2013 et la rupture entre Saoudiens et Qataris, ce camp a explosé. Mais la situation est si complexe qu'il est préférable de conserver une présentation simplifiée. Enfin, en violet, les Turcs et leurs alliés locaux. Cette carte peut paraître assez complexe, mais elle est vraiment très simplifiée. Le problème, c'est qu'en Syrie, il n'y a pas une guerre, il y a 5 grandes guerres et des centaines de petites guerres. Il y a, première guerre, certaines monarchies du Golfe contre la République arabe syrienne. Mais il y a aussi, deuxième guerre, l'Iran contre Israël et son allié saoudien. Il y a, troisième guerre, les Kurdes contre les Turcs. Il y a, quatrième guerre, tout le monde contre l'État islamique. Daesh a d'abord pu prospérer parce que tout le monde espérait l'utiliser, mais il a ensuite vu tout le monde se retourner plus ou moins franchement contre lui. Et pour tout arranger, depuis 2013, il y a, cinquième grand conflit syrien, une guerre entre islamistes politiques des frères musulmans d'un côté et salafistes pro-Saoud de l'autre, guerre à l'intérieur du camp anti-Bachar el-Assad, guerre qui fait écho au conflit entre Arabie Saoudite et Qatar. Et comme si tout cela ne suffisait pas, il y a eu au fil des événements depuis 2011 des centaines, je dis bien des centaines de micro-guerres qui se sont déroulées dans les zones rebelles entre telle ou telle brigade pour le contrôle de tel ou tel checkpoint rémunérateur. Une sorte de guerre criminalo-politico-religieuse diffuse. C'est vous dire que la pièce est complexe qui se joue sur le théâtre des opérations syriens et le dernier acte risque d'être long et mouvementé. Pour l'instant, le principal obstacle au processus de désescalade générale que la Russie cherche à conduire en Syrie, c'est Israël. Israël a un vrai problème. Avec un Irak chiite et une Syrie qui retrouve peu à peu l'intégrité de son territoire, un corridor terrestre relie désormais Téhéran à Beyrouth. Le Hezbollah peut donc se renforcer jusqu'au point où il menacera vraiment l'intégrité de l'État hébreu. Israël, acculé par ailleurs sur le plan démographique et exposé à une nouvelle intifada, joue probablement sa survie en Syrie.
Les Israéliens ont mené en février des attaques aériennes contre des cibles iraniennes. Pour la première fois depuis longtemps, Tsahal y a perdu un F-16. Tel Aviv a récidivé début avril dans une frappe par missile sur l'aéroport de Taïfour. Frappe qui avait probablement pour objectif de déclencher une riposte irano-syrienne susceptible, en retour, d'entraîner une réaction occidentale. Tout le jeu de Tel Aviv à ce stade, c'est de contraindre les Occidentaux à rester en Syrie, et en particulier les Américains, qui ont annoncé par la voix de Trump qu'ils voulaient se retirer de ce conflit. Facteur aggravant, le contexte politique israélien est instable, avec l'inculpation du Premier ministre Netanyahou dans des affaires de corruption. Il ne faut donc pas s'attendre à voir les Israéliens entrer dans une logique de compromis. En Israël, le maintien au pouvoir de l'équipe actuelle passe par la confrontation militaire. Et les Iraniens ne facilitent pas non plus la tâche à leur allié russe. Déclaration récente d'Ali Shirazi, le représentant du guide suprême au sein de la force d'élite Al-Quds. Si Israël veut poursuivre son existence perfide, sikh, il devra éviter les mesures stupides. S'il donne des prétextes à l'Iran, Tel Aviv et Haïfa seront détruites. L'Iran peut détruire Israël. Fin de citation. C'est clair qu'après une sortie pareille, pour la désescalade, passez-moi l'expression, c'est pas gagné. Autre grand sujet des dernières semaines, le conflit entre Kurdes et Turcs. La Turquie a pris Afrin, au nord de la Syrie, où des Kurdes proches du PKK avaient installé un proto-État. Cette opération a donné lieu à des troubles en Turquie même, où les milieux pacifistes étudiants ont été réprimés. Ankara tourne maintenant son regard vers Manbij, toujours au nord de la Syrie, mais plus à l'est. Elle risque d'y être bloquée, car les Occidentaux y ont des forces positionnées en 2015 pour lutter contre l'État islamique et récemment renforcées. Ce renforcement a été dans un premier temps peu médiatisé, mais sur le plan des implications stratégiques concrètes, il est beaucoup plus structurant que les frappes médiatisées conduites à la mi-avril. Officiellement, la France déploie ses forces dans le cadre de la lutte contre l'État islamique. Mais un simple coup d'œil sur la carte montre bien que les enjeux sont ailleurs. Pourquoi déployer des forces à Manbij face à une prévisible poussée turque et pas plus au sud, où il reste des poches de combattants de l'État islamique? Bien sûr, on ne se plaindra pas que la France traite, comme on dit pudiquement, ses djihadistes sur place, plutôt que d'avoir à les gérer à leur retour en France. Mais est-ce que c'est vraiment pour ça que des soldats français supplémentaires viennent d'être envoyés près de la frontière turque? Ce déploiement de forces spéciales, même limité semble-t-il à une cinquantaine de combattants supplémentaires, signifie probablement qu'à la suite de la visite des émissaires kurdes à l'Élysée fin mars, Macron a décidé de couper la poire en deux. Pas d'implication française massive, mais un message clair passé aux Turcs sur le thème jusqu'ici peut-être, mais pas plus loin. En même temps, la formule Macron. Seulement c'est très dangereux. Je crois que je vais éviter le prochain concert des Eagles of Death Metal, si vous voyez ce que je veux dire. Je reste sur ma position du mois dernier. Quand les Turcs vont comprendre qu'ils doivent dégager les Français, et sachant que jamais nous n'accepterons de payer le prix d'une guerre ouverte, ils risquent de nous placer à nouveau dans la situation où nous nous sommes retrouvés en novembre 2015. Et franchement, je ne crois pas qu'il sera possible de vendre aux Français le risque d'un super 13 novembre. Ou alors, il va falloir accepter un prix politique très très élevé. Qu'est-ce qui pourrait bien se trouver en Syrie qui puisse convaincre Macron de prendre un tel risque? Je laisse mes viewers observer cette infographie et réfléchir. Pendant ce temps-là, Russes, Turcs et Iraniens se coordonnent assez régulièrement. La presse occidentale fait écho à ces sommets entre chefs d'État ou ministres des Affaires étrangères, pour s'en moquer, disant que les divergences entre les trois puissances empêcheront leur coordination. Mais le fait même que les Occidentaux se moquent de la démarche prouve qu'en fait elle leur fait peur. Elle annonce un monde qui a besoin de tout, sauf de l'intervention occidentale systématique, sauf de l'ingérence occidentale systématique. En fait, elle annonce un monde qui n'a plus besoin de l'Occident. Pour l'instant, j'ai l'impression que ce qui a été décidé, c'est que les Russes ont convaincu les Turcs et les Iraniens de bouger dans des directions où ils ne risquent pas de se rentrer dedans et où ils maintiennent la confrontation avec l'Occident à un niveau acceptable. C'est pour cette raison que les Turcs ont envoyé des commandos en Irak du Nord. Ça leur permet d'agir, mais d'éviter la zone de Manbij, sécurisée par les Occidentaux.
C'est aussi dans ce cadre, je pense, que les troupes de Bachar el-Assad, qui ont maintenant fini de nettoyer la Ghouta, ne se sont pas tournées vers les enclaves rebelles d'Idlib au nord-ouest ou du front sud près du Golan. À Idlib, la liquidation de la poche salafiste posera le problème de la rencontre entre l'armée arabe syrienne et les forces turques ou pro-Turquie, ce qui risque de réactiver un sixième grand conflit syrien latent entre la République arabe syrienne et la Turquie. Sur le front sud, une action forte de l'armée arabe syrienne peut pousser Israël à une réaction disproportionnée, car elle amènerait potentiellement les gardiens de la révolution iranienne encore plus près de la Galilée et, en outre, elle pousserait la Jordanie à accélérer encore son rapprochement avec Tel Aviv. C'est pourquoi l'armée arabe syrienne s'est tournée à ce stade vers l'est, vers la province de Deir ez-Zor, frontalière de l'Irak. Elle y a rencontré les forces démocratiques syriennes, une coalition arabo-kurde alliée des États-Unis et de la France, mais cela permettra de consolider le corridor terrestre qui relie désormais l'Iran au territoire contrôlé par Damas en passant par l'Irak. Alors, c'est dans ce contexte que sont intervenues les frappes occidentales à la mi-avril. On a tiré une centaine de missiles, américains, français, britanniques, réunis. Trump a d'abord expliqué qu'on allait les envoyer pour voir si les Russes pouvaient les intercepter, dans un tweet qui va à mon avis rester dans l'histoire. Bon, ça c'est la géniale et subtile rhétorique du génie des Appalaches, Donald Trump. Euh, ce type est extraordinaire. Personnellement, j'arrive pas à décider si c'est un génie de la com qui parvient à désamorcer le processus d'escalade en le caricaturant, ou si c'est juste un hurluberlu friqué et égocentrique à mort. Donc là, il faut lui reconnaître une chose, c'est qu'avec lui, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Bon, en pratique, une fois qu'on est passé aux choses sérieuses, c'est-à-dire aux actes, visiblement ce qui s'est passé, c'est que les Occidentaux ont pris contact avec les Russes pour vérifier que la démonstration militaro-médiatique, surtout, ne déclencherait rien de concret. Il faut dire à ce sujet que par divers canaux, Moscou avait prévenu que si un missile tombait sur les positions des troupes russes, avec des pertes russes à la clé, non seulement les forces russes essaieraient d'intercepter les missiles, évidemment, mais en plus, ils s'attaqueraient aux plateformes de lancement, c'est-à-dire aux avions et aux navires. À cet égard, il faut signaler qu'apparemment, c'est Macron qui a joué un rôle clé en contribuant à la définition d'une opération qui, en pratique, n'avait aucun impact militaire réel. Ce qui, on en conviendra, est préférable en fait. C'est ridicule, mais ça vaut quand même mieux que de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Alors je ne sais pas comment il faut interpréter ces épisodes, disons, docteur Folamouresque. Moi, ce qui me paraît le plus probable, c'est que les dirigeants occidentaux, peut-être sous la pression des militaires, se sont entendus pour gérer la communication, de manière à ne pas avouer ouvertement à leur population que leur affaire de Syrie se termine par une défaite sèche. Je doute qu'ils croient eux-mêmes que le fait de balancer quelques missiles sur des immeubles vides, ça va changer quoi que ce soit à la situation sur le terrain. Quant à l'argument sur la nécessité de lutter contre l'usage des armes chimiques, qui soulève beaucoup de questions, d'abord nettoyer la Ghouta, ce qui est le travail que l'armée arabe syrienne s'est donné, ne suppose pas nécessairement l'usage des armes chimiques. Et puis pourquoi l'armée arabe syrienne utiliserait-elle ces armes justement au moment où elle est en train de terminer le travail? Au moment où elle est supposée avoir frappé, elle négociait la reddition de la dernière petite enclave. Militairement, l'usage des armes chimiques ne s'imposait absolument pas. Pourquoi avoir recours à un armement qui va poser des problèmes diplomatiques considérables, qui fragilise politiquement la République arabe syrienne, alors que militairement, c'est pas nécessaire? C'est pas logique. Par ailleurs, comment expliquer que les Occidentaux aient frappé des immeubles qui, soi-disant, hébergeaient des sites de recherche et de production d'armements chimiques, et que, semble-t-il, il n'y ait eu aucune retombée?
C'est quand même bizarre. À mon avis, si quelqu'un bombarde un site de production d'armes chimiques, il va se passer quelque chose autour. Bon, pour moi, donc, en résumé, c'est une opération de com à coup de missile. Le plus drôle d'ailleurs, c'est que cette supposée démonstration de force n'a rien démontré du tout. Pour commencer, comment c'est organisé pour ne pas toucher les Russes? Ben, ils n'ont rien fait de leur côté. Donc on ne sait toujours pas si leurs S-400 peuvent ou pas intercepter les missiles de croisière occidentaux. Donc sur le plan militaire, la démonstration est vide. Peu importe que les Syriens aient ou pas intercepté, comme ils le prétendent, des missiles occidentaux avec leur matériel datant de la guerre froide, la vraie question c'est qu'est-ce qui se serait passé si les Russes avaient bougé, et en fait on n'en sait rien. Ensuite, et ça c'est le plus marrant, au-delà de la com officielle sur le grand succès de l'opération, en fait, il s'avère qu'en tout cas du côté français, ça a bugué sévère. Alors dans un premier temps, on a eu droit aux habituels articles de complaisance dans la presse institutionnelle, Le Figaro, Le Monde, tout va bien, il ne nous manque pas un bouton de guêtre, n'est-ce pas? On a tiré tous nos missiles, ils sont arrivés à destination, on est les meilleurs. Il faut dire qu'évidemment, comme on avait même indiqué aux Russes les couloirs aériens de nos missiles dans le cadre du processus de déconfliction, c'était plus facile de ne pas se faire intercepter, mais enfin passons. Donc on nous a dit, voilà, on a tiré 12 missiles, 9 Scalp depuis 5 Rafales, et 3 MDCN depuis une frégate, comme prévu. Ah, tout va bien. Ah, c'est ce qu'on nous a dit. Le problème, c'est que dans la réalité, en fait, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Ça, on le sait par le Canard enchaîné, qui a dit une semaine plus tard... écoutez, on fait un petit article là juste pour vous expliquer. Le Canard enchaîné a beaucoup de défauts, mais c'est un repère d'antimilitaristes notoire, donc de temps en temps, ils se font plaisir. Donc on a appris que, d'abord, comment se fait-il qu'avec 5 rafales, et sachant qu'on tire 2 missiles par rafale, on n'en ait tiré que 9 des missiles, parce que 5 par 2, ça fait 10. Bon, bah, explication, il y a un missile qui n'est pas parti, il a fait pchit, donc le pilote a dû s'en débarrasser en mer. Déjà, ça commence bien. Et alors, la marine, c'est encore mieux. En fait, on devait tirer 3 missiles MDCN par frégate, et on avait 3 frégates sur zone. Alors 3 par 3, ça fait 9, ça fait pas 3. Pourquoi on a tiré que 3 missiles? Parce qu'il y a 2 frégates qui n'ont pas pu tirer. Donc le score, en fait, c'est 9 sur 10 pour le missile Scalp, le missile tiré par les Rafales. Bon, ça reste encore décent, mais c'est seulement 3 sur 9 pour les MDCN. Donc on résume. On a dit avec Fabius l'excité en 2013 que si Bachar utilisait des armes chimiques, notre réponse serait, je cite le marchandard agité du bocal, fulgurante. Donc ensuite, probablement, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un parmi les rebelles de la Ghouta, sur lesquels d'ailleurs, je pense, dans ma vidéo sur l'État islamique, je ferai un zoom, parce que c'est quand même assez extraordinaire qu'on nous dise, que nos dirigeants osent assumer le fait que nous avons défendu ces gens-là. Je ne parle pas de tous les rebelles de la Ghouta, bien entendu, il y avait des gens respectables aussi dans la Ghouta, mais je parle des gens qui se sont imposés dans la Ghouta, car la Ghouta c'est un endroit où il y a eu une guerre civile dans la guerre civile. Je ferai un zoom là-dessus, parce que c'est assez extraordinaire. Et donc, disais-je, quelqu'un parmi les rebelles de la Ghouta, cette bande de... Enfin, je ne vais pas dire ce que j'en pense, a probablement mis en scène une attaque chimique. Voilà ce qui s'est passé. Bon. Et donc, on a été obligé de faire quelque chose, puisqu'on avait dit qu'on aurait une réponse fulgurante. Donc, Donald Trump, qui est en difficulté en ce moment dans son enquête, enfin dans l'enquête du procureur Mueller sur l'ingérence russe, a voulu montrer à son électorat de bœufs américains, parce que vraiment le niveau là-bas est atterrant, hein. Chez nous aussi, mais c'est encore pire là-bas, qu'il était a tough guy par rapport aux Russes, donc il a envoyé son tweet complètement délirant,
Ensuite, on s'est quand même aperçu à un moment que ça pouvait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Donc heureusement, merci à Emmanuel Macron et à ses conseillers, ils sont pas complètement fous. Ils ont dit, on va peut-être se calmer, là, ça pourrait quand même devenir un peu gênant. Donc on a téléphoné aux Russes pour leur dire, attendez, non, vous inquiétez pas, on va juste faire semblant de faire la guerre, vous nous connaissez, nous on fait pas vraiment la guerre. Ok. Et alors, cerise sur le gâteau, profitant de ce chef-d'œuvre d'imbécilité géostratégique, nos militaires ont prouvé au passage que nos missiles ne partent pas quand on essaye de les lancer. Moi je dis chapeau. À ce degré-là, c'est du génie. Je crois qu'en fait, les Occidentaux ont essayé de faire un peu ce que les Russes avaient fait en septembre 2015, quand ils avaient fait précéder leur intervention d'une salve de missiles de croisière. Seulement ça marche pas parce que, d'abord, ça n'apporte rien de nouveau. Parce que quand les Russes ont démontré que leur missile Boulava avait une très bonne précision en 2015, ils apportaient une information. L'information, c'était qu'ils avaient rattrapé l'Occident sur la technologie des missiles de croisière. Mais nous, on donne aucune information. Ça fait longtemps que les Occidentaux ont des missiles de croisière. Précis. Enfin, quand ils partent. Donc la démonstration ne démontre pas grand-chose. Et puis, surtout, pour que ça soit efficace, il ne suffit pas de tirer quelques missiles sur des immeubles vides. Il faut aussi une campagne de bombardement. Après leur frappe initiale, disons à caractère médiatique, de septembre 2015, je crois que c'était en septembre, les Russes ont entrepris une campagne de bombardement qui a duré des mois, qui a duré jusqu'à aujourd'hui. Je crois que l'aviation russe continue à pilonner des positions encore aujourd'hui, avec des sorties aériennes très nombreuses et des tirs de saturation. Les Occidentaux ne sont pas du tout partis dans cette direction-là. Comme je vous disais, Trump veut partir de Syrie. C'est une démonstration qui tombe complètement à l'eau, ce qui s'est passé là-bas. Et la sensation générale, en fait, c'est que l'Occident, si tant est qu'il soit encore uni, ne va nulle part sur ce théâtre d'opération. Alors, le problème, c'est que ce désastre occidental en Syrie commence à menacer la cohésion de l'OTAN. Ça devient de plus en plus compliqué d'avoir la Turquie dans l'organisation, alors qu'en Syrie et en Irak, elle est en réalité au bord de l'affrontement armé avec les forces spéciales états-uniennes et françaises. L'agence de presse turque Anadolu a récemment dévoilé les emplacements de ses forces spéciales à Manbij. Le Pentagone a dénoncé à cette occasion des risques inutiles pour les forces de la coalition. C'est quand même une situation assez étrange entre alliés. Surtout qu'en même temps, la Turquie et la Grèce sont au bord de l'affrontement armé. Récemment encore, il y a eu collision entre un navire de guerre grec et un bâtiment turc, un bâtiment commercial. Quelques semaines plus tôt, il y avait eu une collision entre un patrouilleur grec et un patrouilleur turc en mer Égée orientale. On a un avion de chasse grec qui s'est abîmé dans la mer Égée après une manœuvre d'intimidation par l'aviation turque. On a des soldats grecs qui ont tiré, semble-t-il, quelques salves d'avertissement vers un hélicoptère turc. Et ce genre de choses arrive très régulièrement, presque toutes les semaines maintenant. Sans compter les échanges d'amabilité entre Tsipras et Erdogan, la condamnation par l'Union européenne des actions illégales de la Turquie en Méditerranée, une évolution de la problématique migratoire qui pose de plus en plus franchement la question du rôle de la direction turque, la frontière terrestre turco-grecque est en train de remplacer la mer Égée comme principal point d'entrée. On a d'ailleurs des soldats grecs qui se sont récemment égarés sur cette frontière qui pose donc beaucoup de problèmes. Et ils sont passés par erreur, semble-t-il, en territoire turc. Ankara refuse de les rendre. Je rappelle que les deux pays sont membres de l'OTAN. Il y a en contrepartie des officiers turcs qui ont fui la répression politique, qui sont allés en Grèce, et Athènes ne veut pas les extrader. Bonne ambiance entre les Turcs et les Grecs. Dans ce contexte-là, Poutine vient d'ailleurs d'annoncer que la Russie allait, je cite, accélérer la livraison des systèmes de défense anti-aérien S-400 commandés par la Turquie.
L'OTAN, de son côté, a rappelé l'incompatibilité de ces systèmes avec ses propres systèmes de défense. On a Emmanuel Macron qui a essayé de prétendre, après la ridicule opération de mi-avril dont on vient de parler, que cette opération avait séparé la Russie de la Turquie parce que cette dernière a approuvé les frappes. Il s'est fait reprendre de volée par les Turcs. Erdogan a déclaré, je cite, « Nous pouvons penser différemment, mais nos relations avec la Russie ne sont pas faibles à tel point que le président français puisse les rompre. » Genre, non mais qu'est-ce qu'il croit, cette espèce de petit roquet, là? Il en a avalé des couleurs, hein, M. Macron, ces dernières semaines. Et donc, dans ce contexte, il ne faut pas s'étonner de voir que la Turquie se rapproche tout doucement de la porte de sortie de l'OTAN. Le Luxembourg vient de demander un débat au sein de l'OTAN sur l'offensive turque dans le nord de la Syrie. C'est un monsieur Hasselborn, qui est ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, qui a déclaré, et je cite, « L'OTAN est un club où l'on respecte les valeurs démocratiques. Lorsqu'il y a des nuages, il faut un débat. Il faut pouvoir parler librement de tout problème qui se passe au sein de l'OTAN. » Alors, étant donné que la contribution militaire du Luxembourg à l'OTAN doit se limiter à une demi-compagnie de garde-barrière ou quelque chose de cet ordre, on peut raisonnablement penser qu'en l'occurrence, le Luxembourg ici se fait le porte-parole de pays plus significatifs sur le plan militaire. Par exemple l'Allemagne, qui est membre de l'OTAN et qui est proche de l'Autriche. L'Autriche qui a depuis quelque temps des relations avec la Turquie absolument détestables. Encore un front euro-turc en train de mijoter. Bon, alors il faut reconnaître un point à M. Hasselborn, c'est qu'effectivement, côté valeurs démocratiques, la Turquie actuelle, c'est pas tout à fait au point. Je vous ai parlé de la répression violente sur les milieux étudiants à Istanbul. Bon, il faut quand même savoir comment ça s'est passé. Il y a des types de l'AKP qui ont organisé une sorte de petite manifestation patriotique. Il y a des étudiants anti-guerre qui ont dénoncé cette manifestation. Alors les types se sont fait traiter de terroristes, ce qui a permis de les embastiller et de les passer à tabac, ambiance Midnight Express. En Turquie, la presse est complètement mise sous contrôle, rachat de titres de presse indépendants par les hommes d'affaires proches de l'AKP. C'est vraiment la situation classique d'un pays qui, ayant refusé de suivre complètement la ligne états-unienne, parce que cette ligne préparait son démantèlement en fait, eh bien ce pays se retrouve dans le collimateur des États-Unis et donc le régime est obligé de se durcir pour survivre. Je crois qu'on peut dire que maintenant, Erdogan est un ennemi, c'est même plus un adversaire, c'est même plus un partenaire difficile, c'est un ennemi des États-Unis et les Américains veulent le déboulonner. Voilà pour le bilan en politique internationale, en avril 2018, je crois qu'on a fait le tour des points essentiels. Alors maintenant, on peut passer à la politique intérieure. Donc, Emmanuel Macron entre dans le dur, il a fini de manger son pain blanc. Je crois qu'il y avait une illusion qui s'était installée en gros pendant l'été 2017 et qui a duré jusqu'au printemps 2018. Cette illusion, c'était qu'une majorité de Français suivait plus ou moins Macron. Mais, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, c'était vraiment une illusion. En réalité, la République En Marche n'a jamais été majoritaire dans le pays, et ils s'en foutent beaucoup. Si on ramène les scores des candidats macronistes aux législatives au nombre total de Français en âge de voter, on découvre que les macronistes sont une minorité. Un Français sur 6 peut-être. Et si on prend en compte le fait qu'une partie non négligeable de cet électorat macroniste a surtout voté par peur des autres tendances politiques, à ce moment-là, on réalise que l'aile marchande du macronisme, c'est fort peu de choses. Je ne pourrais pas l'évaluer exactement, mais en gros, je crois que c'est la classe moyenne supérieure, et encore pas toute la classe moyenne supérieure. Pas la classe moyenne supérieure, on va dire des bourgeois de province. Quelques jeunes dynamiques, des gens qui vont bien, ce qui est tout à fait à leur honneur d'ailleurs. Voilà, c'est à peu près ça le macronisme finalement. Des vieux qui défendent leur position, des vieux de la classe moyenne supérieure qui défendent leur position,
plutôt parmi ceux qui vivent à Paris, dans les grandes métropoles, et puis une partie de la jeunesse qui va bien, qui s'en est bien sortie, ce qui est encore une fois tout à fait à son honneur, mais qui ne représente pas grand-chose dans le pays aujourd'hui. Peut-être un Français sur 10, tout ça, mis bout à bout, hein, pas plus. Et en fait, l'illusion macroniste de 2017 a surtout tenu à la démobilisation de l'électorat populaire. Un petit rappel quand même à ce niveau, entre 2007 et 2017, il y a eu une très forte augmentation du différentiel d'abstention entre cadres et ouvriers. Plus 12 points pour les présidentielles de 2007 à 2017 et plus 24 points pour les législatives. Ça dit bien la réalité de ce qui s'est passé l'an dernier. Alors évidemment, cette illusion se dissipe aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement parce que Macron commence maintenant à appliquer son véritable agenda. Et donc il réveille la minorité active qui va s'opposer à sa propre minorité active. Et comme la majorité ne le suit pas, c'est minorité contre minorité. Et minorité contre minorité, à un moment, ça se voit, ça se sent. On voit que la minorité active des anti-macronistes ne s'oppose pas à la majorité. Elle s'oppose à une autre minorité active et ce faisant, elle révèle le statut minoritaire du macronisme. Sur le plan politique, c'est ce qui est en train de se passer en France en ce moment. Alors cet agenda d'Emmanuel Macron, cet agenda réel, il est un petit peu différent de l'agenda officiel. L'agenda officiel, celui sur lequel Macron avait été élu en surface, c'était, on s'en souvient, la relance de l'Union européenne. Bon, on vient de voir que, comme prévu, c'est injouable. Alors on passe à l'agenda officieux. C'est un agenda de pure régression sociale. En gros, ce que Macron fait en ce moment, c'est qu'il applique les recommandations de l'OCDE et du MEDEF. Ce qui d'ailleurs, en tout cas s'agissant des recommandations de l'OCDE, n'est pas idiot sur le plan technique. Je suis frappé quand même de voir que l'administration de Macron, que je n'aime pas, que je n'approuve pas pour un certain nombre de raisons de fond, que je pourrais détailler, je le ferai d'ailleurs sans doute ou dans cette vidéo ou dans la vidéo suivante, mais techniquement pilote bien son affaire. Cela dit, ça reste un programme extrêmement dur. Rigueur de gestion pour les salariés, privatisation des profits pour le plus grand bénéfice des détenteurs du capital, ni plus ni moins. Alors on est content pour Vinci, qui s'attend, paraît-il, à voir son résultat bondir avec la privatisation d'aéroports de Paris, après avoir déjà bénéficié de celle des aéroports de province et de celle des autoroutes. Super, formidable pour Vinci et ses actionnaires, mais enfin on est moins content quand on se souvient que concrètement ça veut dire que on continue à payer les péages sur les autoroutes alors qu'elles sont amorties depuis longtemps, quoi. Et en fait, qu'est-ce que ça paye ? Ça paye justement les dividendes des actionnaires. En fait, Macron se prépare à appliquer un programme de privatisation du type de celui appliqué à l'Europe du Sud. Sauf que pour l'Europe du Sud, on avait quand même eu le prétexte de la crise de l'euro en 2009. Pour la France, on ne va même pas attendre la crise, apparemment. Donc actifs stratégiques bradés, monopole victime de l'écrémage des marchés par le privé, etc. Est-ce que vous vous souvenez que Macron ait dit pendant sa campagne ce qu'il allait faire de la SNCF ? Est-ce qu'il avait parlé de la remise en cause de la péréquation tarifaire au niveau des tarifs de l'EDF, de l'électricité ? Il avait parlé de la suppression de l'exit tax, qui est l'impôt sur les plus-values lorsqu'un résident quitte la France ? Non, il n'a pas parlé de tout ça. Il a parlé de relancer l'Europe. Ça oui, il en a parlé. Alors on n'allait pas s'arrêter avec des détails comme une politique d'attractivité du territoire fondée sur l'exonération fiscale des riches et l'écrasement des revenus du travail quand même. Bon, sauf que maintenant on rentre dans le dur et donc on le voit. Hein, c'est ce qui est en train de se passer. Alors le roi est nu. Il reste quoi du macronisme aujourd'hui ? Concrètement, ça y est, on voit les choses telles qu'elles sont. Une minorité de néolibéraux contre une minorité d'opposants farouches au néolibéralisme. Et cette minorité est moins désorganisée, moins incapable de freiner la réforme d'Emmanuel Macron qu'elle ne le pense elle-même. Il y a un signal faible qui a attiré mon attention récemment. La cagnotte Litchi, lancée par des intellectuels en soutien aux cheminots grévistes de la SNCF, vient de dépasser 1 million d'euros avec plus de 25 000 donateurs.
Alors vous me direz, c'est pas grand monde dans l'absolu et c'est pas énormément d'argent. Mais c'est déjà suffisant pour être un petit quelque chose complémentaire, appréciable pour alimenter la caisse de grève, qui peut durer et durer. Le taux de grévistes à la SNCF n'est que de 20%, mais il dépasse 60% chez les conducteurs. En fait, tout se passe comme si, à travers certains syndicats, une partie du corps social était en train de s'organiser pour déléguer à des minorités actives en position de le faire la tâche de saboter les réformes macronistes. Je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron et ses copains, en dépit de leur habileté, vont s'en sortir. Peut-être que oui, peut-être que non, mais ça va être assez compliqué. Pourtant, ils sont bons techniquement. Je veux dire, il y a des gens qui m'ont reproché d'avoir dit que Emmanuel Macron m'était sympathique parce que c'était un bon communicant et qu'il faisait bien son métier de communicant. Alors je voudrais quand même dire deux choses à ces gens-là. D'abord, dire d'un président de la République qu'il est sympathique parce que c'est un bon communicant, ce n'est pas faire un compliment au président de la République. C'est peut-être faire un compliment à la personne d'Emmanuel Macron. Mais c'est sûrement pas faire un compliment au président de la République. Est-ce que vous imaginez la gueule de Charles de Gaulle, ou même, sans aller jusqu'à de Gaulle, de François Mitterrand, si on leur avait dit « Oh mais vous êtes sympa, puis vous êtes un bon communicant ». Vous imaginez, d'ailleurs c'était d'excellents communicants, mais vous imaginez leur gueule si on l'avait réduit leur fonction à ça. Mais c'est pas grave, il y a des gens qui croient que je fais un compliment au président de la République quand je dis qu'il est sympa et que c'est un bon communicant. Et puis d'autre part, mais c'est vrai qu'il est sympa et que c'est un bon communicant. C'est vrai que c'est un type qui fait bien son métier. C'est un employé de banque. Emmanuel Macron, c'est le prototype de l'employé de banque métrosexuel. Bon alors, top niveau. C'est pas l'employé de banque métrosexuel de la petite filiale d'une petite banque de dépôt dans une sous-préfecture. On est d'accord. C'est l'employé de banque métrosexuel de chez Rothschild. C'est pas rien. Mais ça reste un employé de banque métrosexuel. Et il fait son boulot de communicant, et il le fait plutôt bien. Non, vraiment, moi j'ai rien contre Emmanuel Macron. Bon allez, j'arrête de me foutre de sa gueule, parce que c'est pas gentil. On va plutôt parler de la façon dont est piloté le conflit de la SNCF. C'est bien fait, techniquement c'est bien fait. Point par point, Macron et ses conseillers ont essayé de déminer. Bon, remise en cause du statut, clairement c'est une bombe. Alors, ils ont bien rassuré le personnel déjà en place en précisant que ça ne concernerait que les nouveaux embauchés. Ça c'est classique. Comment faire pour piloter ce genre de choses? On ne touche pas aux gens qui sont déjà installés dans l'affaire, parce qu'on sait que sinon ça va très mal se passer, mais les nouveaux embauchés ne bénéficieront pas du statut. Voilà, classique. Arbitrage à venir sur les petites lignes, dont les défenseurs ont d'ailleurs relevé qu'à l'occasion du conflit, la direction semble les avoir sacrifiés, ce qui confirme, je pense, que leur fermeture est en fait programmée. Alors, Macron s'est arrangé pour bien découpler ce dossier de la réforme de la SNCF proprement dite. Ouverture à la concurrence, obligatoire puisqu'il faut transposer les directives européennes avant fin 2018. Mais aussi dans ce domaine, Macron s'est bien arrangé pour trouver des aménagements, en jouant sur la complexité par exemple. Il se fait fort de retarder jusqu'en 2023 la libéralisation des lignes de province, et théoriquement jusqu'après 2030 même, celle des lignes en Île-de-France. C'est bien joué. Bonne façon de déminer les choses. Et puis surtout, il y a le chantage à la dette. Alors là, pour ceux qui n'avaient pas encore compris à quoi la dette sert politiquement, je crois que l'exemple de la SNCF va leur ouvrir les yeux. Macron a annoncé que l'État reprendrait une partie de la dette SNCF au 1er janvier 2020, puis que le reste serait repris, je cite, au rythme des réformes. Donc clairement, on est dans un chantage. Réforme, ok, ou alors si vous refusez, on vous laisse crever sous la dette. Classique. Et là, on apprend comme par hasard que la SNCF est plus endettée que prévu. Exactement au moment où on réalise que la grève va durer, plus que prévu. La dette totale est officiellement de l'ordre de, je crois, 54 milliards d'euros, excusez du peu,
Mais entre des capitaux propres négatifs et divers exercices de gonflette comptable, d'ailleurs assez bizarroïdes et qui probablement enverraient n'importe quel patron de PME derrière les barreaux, on peut probablement rajouter 10 ou 20 milliards de dettes en plus. Soit dit en passant, personne n'a l'air de vouloir demander des comptes à la direction de la SNCF sur ce qui ressemble quand même un petit peu à de la comptabilité très 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 créative. C'est pas grave ça. Bon, alors c'est dégueulasse évidemment, mais c'est intelligent. C'est bien joué. Faut reconnaître. Alors cela dit, le prix politique commence à se manifester. Il se manifeste entre autres par des résultats électoraux aux élections partielles qui sont pas très bons. D'où le fait que on a bien vu se déployer une campagne de com méthodique, là encore bien organisée. Macron nous a fait Jean-Pierre Pernaut pour parler aux personnes âgées qui se sont fait raboter par les retraites et aux ruraux malmenés par le 80 km/h. Et puis ensuite, il nous a fait Bourdin et Plenel pour un dialogue en trompe-l'œil, sachant que le boulot de Bourdin, c'est de canaliser la colère populaire, et que c'est pareil, Plenel est là pour canaliser la colère de la gauche pseudo-radicale. D'où aussi la main tendue au clergé catholique, sachant que l'évolution de l'électorat catholique inquiète pas mal de gens dans le bloc institutionnel, parce que cet électorat est de moins en moins anti-Le Pen. D'où encore le fait que Macron ait passé 12 heures au salon de l'agriculture, où d'ailleurs, il faut le reconnaître, il a bien vendu sa soupe, il a fait face aux gens qui l'interpellaient parfois rudement. Moi, ce qui me rend sympathique, c'est ça, si vous voulez. Le type est courageux, et il fait bien son travail. C'est un travail d'enfoiré, mais il le fait bien. Il sait passer du baume, glisser un petit mot pour chaque catégorie à qui il a demandé un effort. Il ose prétendre qu'il va convaincre les riches de se souvenir où ils sont nés, où ils ont appris, où ils vont à l'hôpital, blabla. C'est marrant parce que le mec peut supprimer l'exit tax et en même temps dire qu'il va travailler à convaincre les riches qu'ils doivent se souvenir de là où ils sont nés. C'est top. Mais il le fait bien. Il le fait bien. Bravo. Et puis il y a tout le travail de son staff, la remise en ordre permanente de la presse, qui est si féroce que même les journalistes s'en plaignent. On a eu plusieurs échos récemment, y compris dans le Canard enchaîné, du fait que les relations entre l'Élysée et la presse se tendent, parce que les journalistes ont de plus en plus de mal à recueillir les confidences des ministres, tout est verrouillé. On n'est plus du tout à l'époque de François Hollande où c'était en gros un couac ministériel par jour, quoi. C'est plus ça du tout. Hein. Non, c'est du boulot, il faut reconnaître, je veux dire. Construire comme ça la transition vers une sorte de dictature soft, très efficace au point qu'elle pourra passer presque inaperçue, c'est bravo, c'est beau boulot, chapeau. Cela étant, même si techniquement la dictature est bien conçue, il reste quand même quelques espaces pour la liberté. Ça nous a permis d'ailleurs d'apprendre des choses assez instructives sur notre glorieux président de la République récemment. Les affaires arrivent. Les affaires reprennent. Vous savez, ça aussi c'est un grand classique dans le rythme de tout quinquennat qui se respecte. Au bout de quelques mois, les affaires du quinquennat commencent à sortir. Donc il y en a deux qui viennent de sortir concernant Emmanuel Macron. D'abord, on a appris que pendant sa campagne électorale, M. Macron, il a un peu joué avec le code électoral. En Marche a bénéficié de ristournes de la part de l'entreprise d'événementiel GL Events, moins 50% apparemment pour le meeting de la mutualité. Ce qui est embêtant, c'est que François Fillon, qui a utilisé les services de cette société, n'a pas eu droit à ces ristournes. C'est très limite. C'est très limite. On ne peut pas franchement dire, je crois que c'est illégal, mais c'est très limite. À mon avis, cette affaire a été sortie par Mediapart dans le cadre de la stratégie
de gatekeeping qui est confié, je pense, à Mediapart, c'est-à-dire en lâcher juste assez pour être crédible dans un rôle de média d'opposition, tout en contrôlant bien ce qui est lâché et en faisant en sorte que ça n'aille pas trop loin. Cela dit, ça peut aussi vouloir dire autre chose. Ne pas oublier que Edoui Plenel, c'est quelqu'un qui a des connexions et que peut-être il y a des gens qui ne sont pas entièrement satisfaits de ce que fait Macron. Il peut y avoir des guerres internes à l'oligarchie. Difficile à dire ce que c'est exactement cette histoire et pourquoi ça sort. Cela dit, il y a beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux que cette histoire de GL Events. La commission d'enquête parlementaire sur Alstom a découvert qu'à l'automne 2012, un secrétaire général adjoint de l'Élysée avait commandé, sans en parler au ministre, un examen des scénarios de désengagement de Bouygues dans Alstom. Le démantèlement du groupe industriel a donc été mis à l'étude à ce moment-là. La vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric a donc été organisée à l'insu de l'Élysée, car ce secrétaire général adjoint n'en a pas avisé son patron. Apparemment, l'audit a été conçu et la démarche a été conçue pour prioriser les intérêts de Bouygues. Le petit problème, c'est que le secrétaire général adjoint de l'Élysée en question s'appelait Emmanuel Macron, que c'était un ancien de la banque Rothschild et que le banquier d'affaires de Bouygues dans cette histoire, c'est la banque Rothschild. La commission d'enquête parlementaire a conclu que l'opération avait été conduite en vue des intérêts de l'actionnaire, Bouygues, que l'intérêt industriel avait été en grande partie mis de côté et que l'intérêt stratégique pour la France n'avait pas du tout été pris en compte. Avec à la clé pour mémoire un désastre industriel et stratégique. La filière nucléaire est sous contrôle américain, la filière rail passe chez Siemens. Là, je crois qu'on commence à vraiment très bien voir Emmanuel Macron. Je pense que là, maintenant, l'animal aura de plus en plus de mal à se cacher dans la lumière, que ces zones d'ombre vont apparaître. À nous de savoir diriger les regards de la population le plus possible vers ces zones d'ombre où, justement, lui ne voudra pas que les gens regardent. Dans un tel contexte, qui est marqué géopolitiquement par l'échec du président de la République et économiquement et socialement par le durcissement de sa politique, j'ai fait le pari dans Voir Macron, mon petit bouquin, qu'on assisterait à un retour de la stratégie de l'attention. Je crois que c'est déjà perceptible en effet. Je crois qu'il y a eu une stratégie de pourrissement délibéré des manifestations du 1er mai, avec les habituels Black Blocs dans le rôle des casseurs chargés de déconsidérer le mouvement social. Et surtout de rendre la rue dangereuse pour les manifestants afin qu'ils n'aient pas idée de s'y installer trop longtemps. On me dira « Ah mais attention, c'est la violence révolutionnaire, rien à voir avec une stratégie du pouvoir. » Et là je réponds « Attendez, 10 000 Black Blocs qui marcheraient vers l'Élysée en disant aux flics « Où vous tirez, ça fait 300 morts et c'est la guerre civile », ou vous nous laissez passer et on pend Macron par les couilles, ça serait de la violence révolutionnaire. Mais brûler un McDo, briser les vitres d'une brasserie et casser 3 Abrius, ça c'est pas de la violence révolutionnaire, parce qu'une violence révolutionnaire, elle est dirigée contre les détenteurs du pouvoir. Elle n'est pas dirigée contre la population. C'est ça le marqueur d'une stratégie de l'attention. Non, je crois qu'il y a une dégradation générale du climat qui est voulue par le pouvoir. Parce que ça permet de justifier des mesures répressives, parce que ça crée un contexte, si vous voulez, où il y a peu de risques que la population descende dans la rue, une fois qu'on sait que c'est dangereux de descendre dans la rue. Il y a d'ailleurs aussi la dégradation plus feutrée, mais bien réelle, des relations entre les partenaires sociaux. Au point que, d'après le Canard enchaîné, décidément une de mes principales sources, mais c'est toujours intéressant de lire le Canard, même la CFDT s'inquiéterait de la stratégie de pourrissement choisie à la CNCF par la direction avec l'appui du gouvernement. Alors si même la CFDT s'inquiète, je peux vous dire qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Il y a eu un congrès Force ouvrière récemment, et clairement c'est la ligne dure qui s'est imposée.
C'est pour ça que vous avez constamment dans la presse, genre les Échos, le Figaro, des articles sur l'isolement de la CGT. C'est justement que ce qui inquiète la presse patronale, c'est que la CGT semble pas si isolée que ça. Dans ce contexte-là, dans ce contexte de montée des tensions, la mise au pas du Parlement est en route. La réforme constitutionnelle qui est dans les tuyaux aboutit à une restriction des droits du Parlement, alors au nom officiellement de la rationalité du travail législatif. Donc on a un encadrement du droit d'amendement, un raccourcissement des navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat, une maîtrise renforcée des ordres du jour par le gouvernement. C'est quand même un marqueur du durcissement d'un régime. Le fait que le pouvoir exécutif décide que c'est lui qui va encadrer, organiser le travail du pouvoir législatif dans un souci de rationalité. Franchement, si vous ne la voyez pas se mettre en place, la dictature soft, c'est que vous avez de la merde dans les yeux, les gars. Hein. Oh, c'est bien fait, c'est bien fait. Mais c'est bel et bien en train de se faire. Voilà. Donc on va maintenant passer sur ces fortes paroles qui vous ont pas remonté le moral, mais c'est comme ça, à la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire qu'on va faire le point des 6 mois sur les différentes hypothèses que j'avais proposées dans mon petit bouquin Voir Macron. Voir Macron est un texte assez court, donc il n'était pas question de construire une prospective très fouillée. Après avoir détecté une trentaine de tendances dans le contexte global et repéré une quinzaine de signaux faibles, 3 incertitudes majeures ont été détectées. Selon les réponses apportées aux questions soulevées par ces incertitudes, divers scénarios pouvaient être construits. La première incertitude était: aurons-nous un resserrement brutal ou au contraire très progressif à l'issue de la période de laxisme monétaire que nous connaissons? Très clairement, l'hypothèse d'un resserrement brutal était loin d'être la plus probable. Je lui avais affecté un peu arbitrairement une probabilité de 20%. À bien y réfléchir, le resserrement monétaire ne peut en effet être brutal que dans un seul cas de figure, si une mésentente à l'intérieur de l'oligarchie financière, aux États-Unis ou en Europe, amène une fraction des milieux dirigeants à programmer délibérément une crise boursière pour centraliser ou restructurer le pouvoir économique et donc politique. La deuxième incertitude était: quel sera le devenir de la zone euro? Sera-t-elle préservée dans sa structure actuelle ou au contraire va-t-elle évoluer brutalement, soit en explosant, soit en étant fondamentalement redéfinie? Là, j'estimais que la probabilité d'une évolution brutale était tout de même assez forte, compte tenu en particulier des signaux faibles détectés à l'époque, en Italie où on pouvait se douter que les partis anti-système allaient faire un carton, et en Allemagne où on voyait bien qu'il ne serait pas facile de convaincre les milieux dirigeants d'abandonner la rigueur ordolibérale. J'avais affecté une probabilité de 40% à l'hypothèse d'une grande crise de l'eurozone avant 2022. La troisième incertitude concernait la guerre. Il ne s'agissait pas de savoir s'il y aurait des guerres, ça on se doutait que ce serait le cas, mais plutôt de déterminer si les grandes puissances parviendraient à ne pas s'y impliquer directement, en tout cas pas les unes contre les autres. Étant d'un naturel optimiste, j'avais décidé qu'il n'y avait que 10% de chance pour que ça dérape franchement. Pour être tout à fait honnête, je suis assez incapable d'évaluer cette probabilité. Bien sûr, dans tout cela, Macron ne jouait presque aucun rôle. Ce n'est pas lui qui détermine le contexte de son quinquennat. Mais il s'agissait de définir les différents contextes auxquels il pouvait être confronté pour ensuite réfléchir à ce qu'il pourrait faire ou pas selon le contexte. L'idée, c'était de montrer les vrais enjeux du quinquennat d'Emmanuel Macron afin de faire réfléchir le lecteur aux vrais marqueurs de son action, à ce qui permettrait de repérer ses actes vraiment significatifs. La combinaison des 3 incertitudes nous donnait 8 scénarios. On pouvait même s'amuser à calculer la probabilité de chacun de ces scénarios par combinaison des probabilités associées aux incertitudes les déterminant.
Bien sûr, il ne s'agit que d'ordre de grandeur. La mort douce m'apparaissait à l'époque comme le scénario le plus probable. C'était la combinaison resserrement monétaire prudent, zone euro maintenue et pas de grande guerre. J'avais baptisé ce scénario la mort douce parce que je pensais que dans ce cas, Macron pourrait déployer son programme tranquillement, écraser doucement la France, faire glisser la société française vers une sorte de néolibéralisme assez dur économiquement, mais qui serait accepté par une population vieillissante, dans la mesure où il garantirait la stabilité, ce que veulent les personnes âgées. Je me représentais le peuple français achetant en quelque sorte sa mort douce pour s'éviter une vie dure. Sinistre, mais à mon avis logique. Euro 2.0, fondamentalement une variante de la mort douce. Dans ce scénario, tout est pareil, comme dans la mort douce, sauf que la zone euro explose, pour être ensuite refondée sur des bases nouvelles. Parce que si la zone euro explose, mais que le reste de la structure globale occidentale reste en place, ce qui remplacera l'euro sera un euro 2.0. C'est un scénario un peu plus dur que la mort douce parce que l'explosion de l'euro déclenche une crise dure en Europe. Mais les élites peuvent prendre appui sur cette dureté pour accélérer encore la réalisation de leur agenda d'écrasement du peuple. Dans ce scénario, Macron se sacrifiait pour conduire cet écrasement, puis l'oligarchie s'organisait pour le faire remplacer par un Wauquiez, par exemple, chargé de conduire la même politique, mais avec un volet libertaire moins développé et un volet sécuritaire plus appuyé. La stratégie de la tension était largement utilisée dans cette optique avant l'échéance électorale de 2022. Je trouve que c'est un scénario de plus en plus crédible à tous égards. La grande spoliation, alors là c'est une autre variante de la mort douce. Cette fois la zone euro tient, mais par contre il y a une grande crise financière à la suite d'un conflit au sein des milieux dirigeants, américains probablement si la zone euro tient par ailleurs. On peut imaginer une réserve fédérale obligée de remonter les taux d'intérêt, flinguant ainsi la politique économique de Trump. Il en découlait dans les scénarios que j'avais imaginés une quasi-dictature mise en place à l'échelle de l'hémisphère occidental, avec l'Union européenne en courroie de transmission d'un pouvoir états-unien devenu très autoritaire, le tout pour solder la crise financière en écrasant la classe moyenne. Et j'imaginais Emmanuel Macron se comportant en parfait petit soldat de l'oligarchie et organisant la version française de cette dictature. Tout ce que fait Macron depuis un an me démontre malheureusement que c'est bien ainsi qu'il se comporterait si on en arrivait à la grande spoliation. Le printemps italien, c'était le scénario le plus sympathique de mon bouquin. Il y avait conjonction entre une explosion des classes dirigeantes US et une explosion de la zone euro. Toute la structure de gouvernement globale de la sphère occidentale, disons, volait en éclats. Donc d'un seul coup, l'histoire ouvrait des perspectives nouvelles. L'Italie se dotait d'un gouvernement anti-système et en même temps, les USA étant paralysés, l'Union européenne perdait le partenaire sur lequel elle aurait pu s'appuyer pour restabiliser le continent. D'où une nouvelle histoire, fondamentalement différente. Les élites européennes perdaient leur capacité à préempter les débats et les décisions. Macron commettait une erreur en décidant la dissolution de l'Assemblée nationale dans ce contexte. Et à ce moment-là, en quelque sorte, vraiment un monde nouveau émergeait avec une autre Europe conçue par et pour les peuples. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. On n'a pas encore un gouvernement anti-système en Italie, même si ça reste possible. Et on n'a pas des USA complètement paralysés par leur crise interne, même si ça aussi, ça reste possible. On peut continuer à rêver. Dans le scénario Mourir pour Riga, un incident isolé provoquait une brusque poussée de tension en Lettonie à la suite d'une provocation orchestrée par l'OTAN pour justifier la reprise en main de la défense européenne par des USA inquiets des tentatives d'émancipation de leurs alliés.
Mais ça n'allait pas très loin. Il y avait un affrontement très localisé entre avions russes et américains, et puis tout le monde se calmait, parce que dans un contexte économique apaisé, les grandes puissances n'ont pas intérêt à ce que ça dégénère militairement. Dans ce scénario, en effet, il n'y avait ni explosion de la zone euro, ni remontée brutale des taux d'intérêt. La question posée, c'était qu'est-ce que Macron fera s'il est obligé de choisir entre la construction européenne et l'alliance avec les États-Unis? Un choix d'ailleurs qui n'est pas nécessairement très tranché, mais qui peut réellement se présenter à lui. Disons, qu'est-ce qu'il préfère? Quel moteur du mondialisme il va privilégier? Pour l'instant, on dirait, à en juger par ce qui vient de se passer en Syrie, qu'il choisira les États-Unis. Mais attention, rien n'est certain. Dans le scénario du dérapage incontrôlé, une crise géopolitique tout à fait extérieure à la problématique européenne entraînait un désaccord de fond entre Paris et Berlin. Cela contribuait à faire exploser la zone euro. Et là encore, il s'agissait de réfléchir aux choix possibles pour Macron. En fait, dans ce scénario, on commençait à réaliser qu'il choisirait probablement, du moins tant qu'il le pourrait, de préserver la complexité et l'intégrité du système international, parce que cette complexité et l'intégrité de ce système fondent en réalité son pouvoir. Et je crois que c'est bien ce qu'on a observé ces dernières semaines avec son obsession de remaçonner, comme il dit, la relation franco-américaine. C'est aussi ce qu'on retrouve quand il bat des records d'européisme à la Sorbonne. Mais en même temps, on voit très bien que l'exercice est difficile. Il a du mal à ne pas montrer qu'il n'apprécie pas que Trump préempte la politique occidentale en Syrie. Et ces difficultés avec Merkel ne font à mon avis que commencer. Je pense que tôt ou tard, il devra choisir entre la soumission pure et simple à Merkel, ce qui lui posera des problèmes aussi à l'égard de son autre maître américain, ou la révolte et le conflit avec Berlin. Enfin, les deux derniers scénarios étaient assez apocalyptiques, mais ils avaient des probabilités de survenue très faibles. La découverte de l'Europe, c'était une catastrophe géopolitique majeure, débouchant sur des flux migratoires monstrueux. Alors j'avais un peu forcé le trait avec une conjonction entre une crise climatique, un accident nucléaire majeur et un krach financier gigantesque. Bon, là je reconnais que c'était un peu de la futurologie de bazar, mais que voulez-vous, j'aime bien m'amuser à tester les cas extrêmes, ça permet de mettre en scène des situations très drôles. Le scénario s'appelait la découverte de l'Europe parce que dans un tel cas, l'Union européenne changeait de nature. Sous la pression d'une menace existentielle directe sur les peuples européens, elle se transformait en union, disons, d'un Front National tendance Marion Maréchal, avec l'Alternative für Deutschland et la Ligue de Salvini. Et ce qui me faisait marrer en écrivant ce scénario, c'est que je me représentais Macron obligé de gouverner avec une droite ultra dure, et l'acceptant en plus, parce que la banque Rothschild, dans cette histoire, aurait sans doute préféré garder son homme aussi longtemps que possible en place, pour veiller aux intérêts du capital, malgré tout. Bon, c'était amusant, mais la probabilité reste évidemment très très faible. Enfin, la Troisième Guerre mondiale, c'était le scénario de l'apocalypse, c'est-à-dire la dislocation géopolitique globale et ultra rapide, avec une crise financière monstrueuse, l'explosion de l'Europe et finalement la guerre, seule porte de sortie pour des milieux dirigeants en train de perdre complètement le contrôle. À la limite, le seul intérêt d'un tel scénario, c'est de montrer que si on en arrive là, il sera vital que Macron n'ait pas avant fait les mauvais choix dans un scénario de type mourir pour Riga. En fait, ce que je voulais en posant ce scénario extrême, c'était juste rappeler que l'enjeu principal d'un président de la République, ce n'est pas la loi travail ou la réforme de la SNCF. Évidemment, c'est grave la loi travail, c'est grave la réforme de la SNCF. Mais à la limite, honnêtement, on peut accepter de vivre avec ça. Mais ce qu'il ne faudra jamais accepter, c'est de voir Macron détruire l'outil militaire français. Bon. Bref, de toute façon, ce scénario reste à ce stade extrêmement improbable, Dieu soit loué. Alors justement, parlons des probabilités, comment elles ont évolué en 6 mois. Sur le resserrement monétaire, je continue à penser qu'il a beaucoup plus de chances d'être prudent que brutal. Aux USA, il y a une sorte de guéguerre bizarre entre Trump et une partie des élites, mais il semble que les milieux d'affaires soient relativement épargnés.
Je crois que le businessman Trump a su trouver un terrain d'entente avec Wall Street. Il faut dire que sa politique est favorable au big business. Donc je garde l'évaluation 80-20. Sur la zone euro, en revanche, je révise mon évaluation. L'Italie est vraiment au bord du gouffre. Je ne vois pas comment l'Allemagne pourrait accepter de payer pour maintenir la zone vu l'esprit général qui règne dans la CDU-CSU et l'état de la coalition Merkel. Et je ne vois pas non plus comment Macron pourrait renoncer officiellement à ses propositions de réforme de façon brutale. À mon avis, il va se passer quelque chose. Quoi? Alors ça, je ne sais pas. Je suis incapable de le dire, mais je pense qu'il va se passer quelque chose de nouveau et de fondamentalement différent. Donc j'inverse mon évaluation, plutôt 40-60 que 60-40. Le plus probable maintenant, c'est l'explosion ou la refonte, pas un statu quo qui me paraît vraiment de moins en moins tenable. Pour les conflits entre grandes puissances, je suis malheureusement obligé d'augmenter la probabilité du conflit. On voit bien que c'est très instable. Franchement, le tweet de Trump, ça m'a sidéré. Bon, vous me direz, tout ce qui est excessif est insignifiant, d'accord, mais enfin quand même. Dans Mourir pour Riga, j'avais un peu imaginé ce genre de choses, avec un président des USA lançant au président de la Fédération de Russie « Ne déconne pas avec mon armée ». Mais là, Trump, je pense franchement qu'il a même fait plus fort que ce que j'avais imaginé. Vraiment, c'est sidérant. Et puis il y a Israël et l'Iran qui vont bien finir par se rentrer dedans pour de bon en Syrie. Et puis il y a l'Ukraine, dont on ne parle pas, mais qui bruise de rumeurs de coup d'État, d'un second Maïdan, de relance du conflit du Donbass. Allez, on va dire 80-20 en faveur de la paix et non plus 90-10. Mais franchement, je me demande si je ne devrais pas dire 50-50 au point où on en est. Si je ne le fais pas, si je continue à dire 80-20, c'est que ça fait tellement peur la perspective d'un clash direct entre les États-Unis et la Russie qu'en fait on n'arrive pas à l'imaginer. Alors avec ces nouvelles probabilités concernant les incertitudes, les probabilités des scénarios évoluent automatiquement par combinaison. Le scénario le plus probable n'est plus la mort douce, mais Euro 2.0. Si les Italiens s'entendent sur un gouvernement anti-système et si dans le même temps les USA sont paralysés par une super crise institutionnelle dans quelques mois, alors on aura un contexte où le printemps italien pourrait devenir possible, avec une histoire qui soudain nous ouvrirait des perspectives tout à fait intéressantes. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, le printemps italien reste un scénario assez peu probable, même si sa probabilité a un peu augmenté. Ce qui est inquiétant, c'est la forte augmentation de la probabilité du scénario du dérapage incontrôlé. Avec une zone euro fragilisée et des risques de grande guerre accrus, on peut voir les événements s'accélérer d'un seul coup, de manière inattendue, et je trouve ça assez flippant pour tout dire. Voilà. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je pense de mon travail en termes d'autodiagnostic ? Alors, voyons voir. Ce que j'ai bien vu à ce stade, la crise politique italienne et la percée des anti-systèmes dans un pays vraiment au bout du rouleau économique. Bon, ça, j'ai bien vu. La psychorigidité ordolibérale teutonne et le fait que Macron va devoir choisir entre clasher ou pas avec Merkel, donc la fragilité de l'eurozone. Bien vu aussi l'OTAN qui n'apprécie pas trop les projets d'Europe de la défense, ou alors bien sous contrôle, et qui le fait savoir haut et fort. Bien vu encore l'obligation pour Trump de donner des gages au lobby pro-Israël, parce qu'il ne peut pas se permettre de se faire des ennemis à Washington, en plus de ceux qu'il a déjà, les GAFA, le FBI, le Parti démocrate, et j'en passe. Pas trop mal vu aussi la capacité du père Trump à s'entendre au moins temporairement avec Wall Street. Pas mal non plus le durcissement de sa politique sur le Venezuela, c'est une problématique secondaire dont on risque de reparler à brève échéance. Et puis bien vu enfin en politique intérieure le rouleau compresseur de la régression sociale, la perte de popularité d'En Marche, le problème par rapport aux retraités. Enfin ça c'était quand même très facile à prévoir. Et puis bien vu aussi le recours à la stratégie de la tension. Alors maintenant ce que j'ai mal vu, alors en fait il y a un seul truc important que j'ai raté, par contre je l'ai complètement raté, c'est la Corée. Pas du tout anticiper le rapprochement entre Corée du Nord et Corée du Sud.
Alors j'ai raté quelque chose, je ne sais pas encore exactement quoi, c'est trop tôt pour le dire, parce qu'on ne sait pas exactement encore à quoi ce rapprochement correspond. Mais si, comme je le pense, en fait, les USA sont débordés par une déconfliction qu'ils ne voulaient pas réellement, tout en prétendant le contraire, alors on devrait le voir, parce que Trump devrait tenter de saboter la paix. On va voir ce qui va se passer. Mon hypothèse à ce stade, c'est que j'ai raté une tendance que je pourrais baptiser Rimland. C'est-à-dire que les pays du Rimland eurasiatique ne le montrent pas, donc on peut rater cette tendance, mais ils en ont vraiment marre des États-Unis. Donc si cette tendance se confirme, il faudra bien surveiller, outre la Corée, le Japon, les Philippines, mais aussi et peut-être surtout l'Allemagne. Je pense que l'heure des choix approche maintenant pour Berlin. Ça fait 10 ans que l'Allemagne est à la croisée des chemins et qu'elle ne choisit pas, mais il y a toujours un moment où il faut choisir quand même. Donc au final, à part sur la Corée où je me suis intégralement planté, où manifestement il va falloir que je fasse mon autodiagnostic, je trouve que c'est pas trop mal. Les thèmes qui ont émergé dans l'actualité depuis 6 mois sont assez bien ceux que j'avais anticipés. Donc à ce stade, je pense que mon diagnostic en termes de tendance et ma méthode de détection des signaux faibles, tout ça n'est pas trop mauvais. Bon, après, les 6 premiers mois, c'est facile. C'est après que ça va devenir de plus en plus compliqué. Au fur et à mesure que le temps va passer, on va forcément s'éloigner du monde que j'avais imaginé. C'est là que ça sera plus intéressant, parce que ça va révéler les carences de ma méthode. C'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, rendez-vous dans 6 mois. On verra à ce moment-là comment les choses ont évolué. Alors, la prochaine vidéo sera consacrée au bouquin d'un copain. Ce sera une note de lecture. Et je vais faire une note de lecture sur NRBC de Piero San Giorgio. Et au-delà de la note de lecture, à la demande d'un certain nombre de personnes qui m'ont écrit, je dirais ce que je pense de l'histoire des bases autonomes durables et de tous ces sujets-là. Et puis, tant que j'y suis, je vous annonce la vidéo d'après, car c'est encore une vidéo sur quelqu'un que je connais. C'est une note de lecture de l'Atlas du mondialisme de Pierre Hillard. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que j'en pense? Avec quoi je suis d'accord? Avec quoi je suis pas d'accord? Voilà. Et je vous dis donc... Ah non, une précision complémentaire, j'ai failli oublier, concernant la prochaine revue d'actualité qui devrait succéder à ces 2 notes de lecture, parce que comme j'ai du retard sur la vidéo d'avril que je devais faire début mai et que je vais faire vers le 10 mai, du coup il n'y aura que 2 notes de lecture avant la prochaine vidéo d'actualité de mai que je vais essayer de faire fin mai cette fois-ci. Voilà, et le sujet de la prochaine vidéo d'actualité, ce sera une spéciale flux migratoire. On va faire le point sur la problématique migratoire et ce qui s'est passé ces derniers mois. Voilà. Et là maintenant, je vous dis à bientôt.